Alors bienvenue sur MAG, aujourd'hui on est à l'Étrange Festival avec Fabrice Duvels. Ça va Fabrice? Ça va très bien, merci. Heureux d'être à Strasbourg? Toujours très très content de revenir dans ce festival. Oui, écoute, c'est très chouette, nous on est très content de t'avoir aussi et on va parler de ton film Inexorable, donc qu'on a pu voir à Strasbourg d'ailleurs comme à Paris puisqu'il était aussi à l'Étrange. Et on va te poser quelques petites questions sur tout ça. Alors on va peut-être raconter juste un peu le synopsis. Donc c'est une famille, enfin une jeune famille, hein, qui vit dans une très belle bâtisse. Il y a un écrivain, joué par Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutet, donc sa femme, et ils ont une enfant. Et donc ils vivent paisiblement dans cette bâtisse, jusqu'au jour où, bien en fait, on a un personnage qui va faire irruption dans leur vie, donc personnage de Gloria, et qui va littéralement chambouler leur existence. Alors, comment t'en es arrivé à cette idée donc, de l'écrivain, hein, puisqu'il est écrivain lui aussi, et de cet élément perturbateur qui va complètement phagocyter le foyer? Alors, d'abord, je veux juste dire quelque chose par rapport à ton synopsis, c'est-à-dire qu'ils emménagent dans une maison au début, c'est-à-dire que elle a hérité de la bâtisse énorme de son père, qui est un célèbre éditeur, donc ils emménagent dans cette maison, donc on imagine qu'ils quittent un appartement parisien, bruxellois, et qui s'installe dans cette maison. Sur la figure de l'écrivain et sur la figure de Gloria, tu sais, on ne sait jamais très bien d'où viennent les idées. Hein. J'avais juste là, au tout début du projet, j'avais l'idée du titre. Enfin, j'avais juste ce titre qui me plaisait beaucoup. Je ne sais pas si tu connais mes précédents films, il y a toujours le personnage de Gloria qui revient. Donc voilà, j'avais une Gloria, j'avais l'idée d'un couple, quelque chose qui se déstructure. Je voulais jouer sur un rapport de classe un peu différent, c'est-à-dire effectivement on voit que lui est issu d'un milieu peut-être un peu plus prolétaire et elle vient d'une grande famille. Voilà, j'avais envie de jouer avec toutes ces composantes-là et puis surtout j'avais envie de composer un thriller qui distille une tension très forte. Peut-être un peu classique, hein. J'avais envie de quelque chose qui soit beaucoup plus classique, beaucoup plus écrit, beaucoup plus tendu et qui amène, enfin voilà, de proposer un spectacle, quelque chose qui ait l'air en fait reconnaissable et lentement dévisser en fait les personnages et dévisser les situations pour arriver à un point de paroxysme assez tendu, quoi. Ouais, d'une certaine manière, ça m'a aussi fait penser un petit peu à Funny Games par moment, en fait, dans l'esprit de gens en fait très civilisés qui arrivent et qui vont prendre cet espace petit à petit et qu'en fait on ne puisse absolument plus rien faire. Enfin, c'est un drame au sens où en fait il n'y a rien d'autre qui était possible. Gloria va vraiment prendre une place énorme. Et il y a une scène qui m'y a fait penser aussi, bon, sans forcément spoiler, musicale en fait, où la jeune fille va danser de manière frénétique après avoir appris des choses de son amie et nounou, entre guillemets, Gloria. Et donc devant ce public bourgeois, il y a une chorégraphie complètement folle qui va avoir lieu. Et c'est la musique aussi qu'on a d'entrée de jeu dans Funny Games US. C'est pas la même, hein. C'est pas la même, hein, du tout. C'est pas la même. Mais j'avais l'impression, tu sais, quand ils mettent de la musique classique, et oui, ça tout à fait, ça m'a rappelé ça en tout cas. Je comprends, mais écoute, très franchement, pourtant Dieu sait si il y a des référents et des influences au film. Mais j'y ai jamais pensé en fait à Funny Games. Mais t'es pas la première à me dire. Hein. Alors le métal, oui, bah, c'est sûr que le métal, c'est parce que pour moi c'était une expression un peu rageuse en fait. À ce point du film, à ce moment-là du film, c'était une expression un peu rageuse qui n'était pas littérale, donc qui sortait un peu du cadre, un peu, tu vois, un peu plan-plan du film et qui permettait une espèce de perspective un peu poétique et fiévreuse. Ça m'amusait beaucoup, mais oui, après, oui, effectivement, c'est un home invasion, donc forcément, il y a probablement des... Et puis Funny Games, c'est un film que j'adore vraiment fortement, mais mes référents n'étaient pas vraiment là. Mais c'est marrant parce que tu n'es pas le premier à m'en parler. Hein. D'accord, oui, parce que ça annonçait un petit peu toute la violence à venir. Et il y avait un petit peu un parallèle, je trouve, à faire. Peut-être aussi quelque chose sur les personnages. En fait, est-ce que tu avais pensé immédiatement à Benoît Poelvoorde, en fait, dans le rôle de Marcel, l'écrivain, enfin l'écrivain en partie tourmenté. Est-ce que tu avais tout de suite pensé à Benoît Poelvoorde? Je trouve que le rôle lui collait alors, parfaitement à la peau. Bah, écoute, pour être tout à fait honnête, presque oui. En fait, c'est-à-dire qu'après ma rencontre, bon, je le connais depuis très longtemps, sans être un proche, hein, mais j'ai tourné avec lui dans Adoration. Il avait un petit rôle dans Adoration.
Et il était déjà vraiment exceptionnel dans ce rôle-là. Mais ça avait été un peu tendu entre nous. Il a une personnalité qui est quand même compliquée à gérer. Et c'est un drôle de coco. Et Dieu sait si je l'aime, hein, vraiment, très sincèrement, profondément. Mais donc j'étais un peu divisé. J'étais un peu. Je me dis, ah là là, est-ce que tu vas tourner va voir Benoît. En même temps, j'avais peur d'aller voir Benoît parce que je me disais, mais si je vais le voir et qu'il accepte, ça va être terrible. Mais en même temps, c'est ça qui m'excite beaucoup, le travail avec Benoît, c'est que j'ai l'impression de m'affronter avec moi-même en fait. C'est-à-dire qu'il a une telle énergie et que moi j'ai une énergie aussi qui est particulière sur un plateau, ou même dans la vie. C'est-à-dire que nos énergies qui sont très différentes, mais elles sont un peu hyperkinétiques, on est tous les deux des hyperactifs. Et donc il y a quelque chose qui s'affronte en fait sur le plateau. Donc écoute, j'ai été patient. À un moment donné, j'ai été le voir, on a fait la paix, on a discuté, je lui ai expliqué, il m'a dit ok, je le fais, et puis il l'a fait avec brio, et puis un panache incroyable. Après, si tu veux, il y a eu une sorte de pacte entre nous, l'idée c'était que Benoît s'abandonne complètement à moi, au rôle et au film et au projet, et en échange, je devais faire avec ce qu'il était et comment il arrivait, parce que Benoît, on ne sait jamais comment il arrive. Oui, c'est bien connu, effectivement. Voilà, on ne sait jamais comment il arrive, c'est toujours la surprise du matin, on va dire. Oui, bon, ça va pour le rôle qu'il jouait, à la limite, ça pouvait peut-être bien passer, parce que c'était oui, mais il y a des moments, par exemple, où effectivement, il peut être un peu chargé, et ça se passe très bien. Enfin, voilà, c'est un acteur qui a cette qualité-là, enfin, qualité... Il peut arriver à jouer un peu chargé, quoi. Non, mais c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent, il y a sûrement des équivalents, hein. Il paraît que Jacques Villeray était comme ça, et d'autres, hein. Il paraît que Depardieu, pareil. Enfin, il y a des gens comme ça. Les monstres du cinéma. Ouais, les monstres, ouais. Et justement, du coup, sur son jeu d'acteur, est-ce qu'il y avait une part qui était laissée à l'improvisation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des conflits des fois, par exemple là-dessus, ou est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais aussi, qui se laisse complètement aller en fait à son rôle? Quand on travaille avec Benoît Poelvoorde, que je considère vraiment, et je le dis très sincèrement, et croyez-moi, c'est pas quelque chose que je dis souvent sur les gens, c'est un vrai génie, quoi. Il y a quelque chose de génial chez lui. Vraiment, il y a vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup dans la vie et sur un plateau. Donc forcément, sur un plateau, moi je peux être très directif, parfois un peu technique, je travaille beaucoup en amont, etc. Mais quand on a Benoît sur le plateau, en fait, il se passe quelque chose qui nous dépasse. Donc il faut faire confiance à Benoît, il faut... j'essaie de dompter, en fait, j'essaie de sculpter une matière. Je peux avoir une idée de la scène, et j'ai pas forcément raison toujours, mais je peux avoir une idée forte, une intuition forte, et puis après je sculpte la matière, je sculpte surtout des personnalités hors normes comme Benoît. Il faut arriver à les mettre dans des états. C'est surtout les amener à quelque chose qui soit neutre. Parce que de toute façon, ils ne sont jamais neutres. Il y a toujours quelque chose qui déborde. Et donc c'est plus un travail de presque, j'ai l'impression d'être face à un grand fauve que je dois dompter. Mettre un cadre. Voilà, c'est ça. Donc c'est surtout ça mon travail avec Benoît. Je le dirige pas en fait, je l'accompagne et j'essaye de sculpter quelque chose. Voilà, j'ai une intuition que je sculpte quelque chose chez lui. Mais c'est toujours lui. Donc là, il s'abandonne. Avec moi, il s'est abandonné vraiment dans ce rôle-là, qui est un rôle, voilà, comme tu disais, tourmenté. Tu vois, il a des scènes de cul. Il a jamais fait de scène de cul. Ce que j'allais dire, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On a vraiment deux types. Enfin, on voit des scènes effectivement où Benoît Poelvoorde est vraiment sale dans l'expression, et ça va vraiment basculer puisqu'il y a évidemment une tension sexuelle qu'on va très rapidement voir avec Anna-Gaia Bellucci qui joue d'ailleurs parfaitement dans le film. Et cette tension, on la sent vraiment dans le lien qu'ils ont l'un l'autre au niveau du regard. C'est quelque chose que je trouve que tu mets vraiment beaucoup en avant dans le film, c'est le regard, la puissance du regard et de ce qui peut être véhiculé sans l'exprimer par des mots. Et devant des témoins qui potentiellement n'apprécieraient pas forcément la manœuvre, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup mis en avant dans ton film. Et cette relation, comment ils l'ont nourrie, en fait, Benoît Poelvoorde et cette jeune actrice, finalement? Est-ce qu'ils se sont beaucoup rencontrés? Est-ce qu'ils ont beaucoup échangé? Ou c'était vraiment quelque chose qui s'est fait comme ça Alors, c'est toujours compliqué de parler du travail des acteurs parce que... c'est pas facile, cette tension, quand même, installée. Tu sais, moi, je pense à un truc... Bon, je commence à avoir un peu d'expérience, en fait... Le truc qui compte, c'est bien choisir ses comédiens. À partir du moment où tu fais les bons choix, on peut se tromper, hein, je me suis trompé, bien évidemment.
Et quand tu choisis bien, après, voilà, tout est plus simple en fait. Alba, j'ai eu un coup de foudre incroyable en voyant 3 fois Manon, une série qu'elle a fait à l'époque, que j'ai vue sur Arte un jour. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette gamine? Elle est vraiment impressionnante. Cette espèce de vulnérabilité et de rage contenue, cette espèce de dichotomie incroyable, ce spectre d'émotions. Et puis je l'ai très vite rencontrée, puis j'ai su que ça allait être, j'allais faire le film avec elle. Je l'ai mis face à Benoît. J'ai vu que ça se passait bien. Et puis Alba a vraiment une voix, elle a sa singularité, elle a vite compris de manière intuitive ce que je cherchais. Alors bien sûr, je lui ai montré des films. Hein. C'est souvent ce que je fais avec mes actrices, surtout les actrices qui vont incarner un personnage, le personnage de Gloria. Là, je lui ai montré, par exemple, Péché mortel de John M. Stoll, qui est un film avec Gene Tierney des années 40. Je lui ai montré Voici le temps des assassins de Duvivier, Possession de Zulawski, Suspiria pour Jessica Harper de Rio Argento. Enfin, donc je lui ai montré des films comme ça. Et puis après, très vite, elle a compris plus ou moins ce que je cherchais. Et je dois dire que sur le plateau, j'ai pu travailler avec Alba en très très bonne intelligence. C'est simplement lui dire un peu plus, un peu moins. Là, regarde là, tu fais ça. Voilà. Et Benoît, bon, c'est moins technique. Alba est beaucoup plus technique, on va dire. Elle est beaucoup plus dans ses marques. Elle entend, elle est là. Benoît, encore une fois, il est hyper kinétique. Il bouge tout le temps. Donc parfois, c'était un peu compliqué. On travaillait en Super 16, en pellicule. Il y a des points, il y a des focales. C'est parfois la profondeur de champ est parfois un peu compliquée. Benoît, il bouge tout le temps. Donc parfois, c'était plus compliqué. Mais sinon, voilà, après, quand ça imprime, ça imprime. Quoi. Quand tu vois Benoît à l'image, et puis surtout dans son rapport avec Alba, quoi. Il y a quelque chose aussi qui marche très bien dans le film, c'est finalement le miroir qu'on peut avoir de Mélanie Doutet et d'Alba qui se ressemblent en fait physiquement aussi. Ouais. Et c'est quelque chose d'assez dur parce que les deux sont des belles femmes. Hein. Et il y a cette rivalité qui va se tisser en fait petit à petit et une jalousie qui va naître. La jalousie, c'était un thème qui t'était cher dans ce film? Pas vraiment. En fait, c'était parce que la jalousie, au début, elle vient que tard. Et puis le personnage de Mélanie Doutet, donc le personnage de Jeanne, ne calcule pas ce personnage de Alba. C'est souvent le cas, en fait. Elle la tutoie immédiatement. C'est ça. Elle la tutoie, elle la vous voit, on ne sait pas très très bien même. Elle switch. En fait, il y a une espèce de... Elle est utile. Elle pourrait être utile. Il y a cette histoire, en fait, que le personnage de Jeanne vient de perdre son père. Il y a ce que raconte le personnage de Gloria sur la disparition de ses parents. Jeanne a une espèce d'empathie un peu bourgeoise, comme ça, voilà. Et très vite, elle apprend avec elle, mais toujours avec cette idée d'une certaine classe sociale. On peut toujours tirer quelque chose des gens. Donc voilà, il y a très vite ça dans leur rapport. Mais moi, je ne crois pas à un seul instant, et c'était une discussion qu'on avait avec Mélanie à l'époque, c'est que le personnage de Jeanne ne considère pas le personnage de Gloria comme une rivale, ne peut pas considérer le personnage de Gloria comme une rivale, parce qu'elles ont 25 ans d'écart. C'est impossible. Oui. Et puis la classe sociale n'est pas du tout la même, et puis je pense que c'est une femme d'un certain standing, d'une intelligence réelle, et je ne crois pas qu'elle considère véritablement cette gamine comme un danger potentiel. Donc, en fait, ça accentue encore plus sa désillusion à la fin, la rupture quand elle apprend ces histoires autour des lettres et tout ce qui s'est passé. Ouais, puis donc tout va vraiment se renverser, même au niveau de comment elle s'exprime, Alba. Elle va petit à petit prendre un petit peu ses aises avec elle et devenir vraiment désagréable. Très insolente, oui. Très insolente, oui. Alors, j'ai pas envie de spoiler ton film, mais c'est vrai que quand on était à Paris, tu as insisté pour nous dire aussi d'aller jusqu'au bout du générique. Donc, je pense que pour les gens qui verront ton film, c'est quand même important, mais je l'ai fait aussi, et ça vaut le détour. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que j'ai pas envie de spoiler tout ça, et laisser la surprise, du coup, aux spectateurs. Merci pour cet entretien. Avec plaisir. C'était très chouette. Et puis le film est prévu quand, du coup, le 26 janvier 2022. Oui, c'est ça, c'est tard encore. Donc on a quand même la chance d'avoir ça va aller vite, ça va aller vite. Ok, merci. Merci à toi. À bientôt sur MAG.